Le 2 novembre 2022, un chroniqueur de France Inter expliquait, je le cite, il incitait, je le cite, ce sont ses mots, à baiser les femmes des chasseurs. Il proposait également de se charger lui-même de la femme du président de la Fédération nationale des chasseurs, M. Schren. L'ARCOM a réagi, vous n'étiez pas président à l'époque, mais de la manière la plus faible possible, c'était le premier échelon de sanction avec une simple lettre de rappel à la loi. 3 semaines plus tôt, le 5 novembre 2022, Cyril Hanouna appelait dans son émission « Touche pas à mon poste », la maire de Paris, elle a encore, je le cite, fermé sa gueule et a, je le cite encore, chassé les rats la nuit au lieu de dire des conneries. L'ARCOM, lui, elle, a réagi avec la plus lourde sanction possible à quelques jours d'intervalle, avec une amende de 300 000 €. Comment justifiez-vous une telle différence de sanctions entre les deux faits commis à quelques jours d'intervalle? Je suis désolé, mais je peux difficilement me prononcer sur des sanctions qui ont été, des décisions qui ont été prises par le collège antérieurement à ma prise de fonction. Ce que je sais, c'est que dans le cas de l'humour, et c'est une question qui est évidemment sensible, c'est qu'il y a en principe, la jurisprudence prévoit une tolérance particulière pour l'humour et la parodie qui peut donner lieu à des incompréhensions croissantes dans un climat qui, on le sait, est plus polarisé, plus tendu. Donc l'humour, en général, donne droit à une tolérance beaucoup plus importante de par la jurisprudence, de ceux qui sont chargés de se prononcer. Considérez qu'il est drôle ou que c'est de l'humour d'appeler sur une chaîne de l'audiovisuel public à baiser les femmes des chasseurs, entre guillemets? Nous, on se prononce sur les dossiers sur lesquels on est saisi. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a en général, et c'est une jurisprudence assez constante, une tolérance qui est plus forte, et qu'en même temps, cette tolérance, elle n'est pas absolue, comme l'a montré l'intervention à l'époque, comme l'a montré, je crois, en 2024, une intervention plus récente à laquelle je n'ai pas non plus participé, suite à un propos d'un autre humoriste qui a conduit à une mise en garde. Président. Je note, non avec peu d'étonnement, l'impartialité des questions du rapporteur pour cette commission d'enquête qui se révèle être davantage une commission d'enquête contre l'audiovisuel public que sur l'audiovisuel public, et peut-être même là, dans ces quelques minutes qui ont commencé, contre l'ARCOM. Alors, ma question ne sera pas impartiale non plus, parce que comment être impartial? Nous sommes tous issus de partis et chargés de représenter leurs idées. En tout cas... Je voudrais revenir sur l'un des derniers faits qui a fait l'actualité et qui a fait vivement polémique. J'aurais aimé connaître le nombre de saisines des téléspectateurs sur la dite affaire Patrick Cohen et Thomas Legrand il y a quelques semaines. Ils ont été pris en flagrant délit lors d'un café avec des cadres du Parti socialiste pour, je cite Thomas Legrand, expliquer, affirmer qu'il allait faire ce qu'il fallait pour Dati avec Patrick Cohen dans le cadre des prochaines élections municipales. France Télévisions et Radio France, ce qui nous a semblé au collège, c'est que les seuls propos qui avaient jeté un trouble, ceux que vous avez cités, ont donné lieu effectivement à une décision de suspension de l'antenne qui a été très rapide, et que nous n'avons pas, compte tenu du fait que, de surcroît, ces propos n'ont pas été tenus à l'antenne, donc ne rentrent pas dans notre compétence, pas d'autres conséquences. Concernant le champ de compétences, M. Cohen et M. Legrand sont des visages et des voix de l'audiovisuel public qui tiennent tribune plusieurs fois par jour sur ces antennes-là. J'ai du mal à comprendre votre réponse qui consisterait à dire que parce que des propos en rupture totale avec les principes de neutralité, d'impartialité, d'honnêteté seraient entendus en dehors des antennes du service public par des personnalités du service public, eh bien, ça ne serait pas... Je pense que je vous ai répondu. Un journaliste, dans cette séquence, exprime un propos qui peut jeter un trouble. Il était associé à une émission régulière sans être un salarié régulier de Radio France, puisque son employeur principal est Libération. Le propos que ces vidéos donnent à connaître a donné lieu à une décision d'antenne de Radio France. On n'a pas trouvé collectivement de raison supplémentaire d'intervenir au-delà de cette décision qui a été prise par Radio France. L'autre journaliste concerné ne dit rien. Et vous ne comprenez pas l'indignation suscitée par une grande majorité de Français quant à ces propos qui peuvent être tenus de la part de personnes qui sont rémunérées par leur argent, par l'impôt du contribuable, et qui ont cette exigence de neutralité et d'impartialité. Vous ne partagez pas cette indignation-là?
Il y a l'émoi suscité par une rencontre entre des journalistes et des personnalités politiques. Là, c'est mon avis personnel. Et ça, peut-être que les citoyens ne comprennent pas en général que des rencontres ou des échanges peuvent avoir lieu entre des citoyens, entre des journalistes et des personnalités politiques, alors que l'on sait que cela fait partie de part et d'autre du métier, je dirais, de journaliste ou de politique. Mais c'est un premier aspect de la question. Le second aspect, c'est que même si un émoi existe, et encore une fois, cet émoi, nous considérons utile d'y répondre. Si vous me demandez, vous me dites les propos des journalistes, je considère qu'il y a un journaliste qui a tenu un propos qui pouvait, c'est celui que vous avez cité, jeter un trouble. Il a donné lieu à une décision relative à l'antenne. L'autre n'a pas tenu de tels propos. Et je ne vois pas pourquoi je partagerais une indignation sur des propos qui n'ont pas été tenus. Vous avez nommé à l'ARCOM M. Foued Beraou. Est-ce que vous saviez qu'un an auparavant, le 18 septembre 2024, il appelait publiquement à une mobilisation antifasciste et indigéniste contre l'Empire Bolloré dans l'archipel des Glénans? Le rapporteur a le droit de poser des questions. À ce stade du débat, je veux dire quelques mots. Le rapporteur a une liberté totale, c'est prévu par notre règlement, de poser les questions qu'il souhaite. Maintenant, je lui indique devant chacun d'entre vous, devant les journalistes qui nous regardent et les Français qui nous regardent, que je pense que l'objet et le périmètre de cette commission d'enquête est de traiter de la question de l'impartialité, du budget, du fonctionnement de l'audiovisuel public. Donc, je l'invite à venir sur ce sujet, de ne pas mettre en cause, j'allais dire, et je ne vous prête pas ces propos, mais de ne pas laisser penser que nous mettrions en cause l'indépendance, l'honnêteté et le respect des règles déontologiques par les personnes que nous auditionnons. Monsieur le Président, j'en conviens totalement, mais dans la proposition de résolution de cette commission d'enquête, il est indiqué que nous nous attacherons à vérifier les modes de nomination et vérifier d'éventuels conflits d'intérêts dans l'exercice des fonctions des personnes que nous auditionnons. Sur la nomination à laquelle vous faites état, je propose de préciser éventuellement les détails de la réponse. Je sais que j'ai lu, après la désignation de ce membre de l'ARCOM local de Paris, qui est le comité qui localement se penche, un comité collégial également, sur l'attribution de fréquences, j'ai lu qu'il y avait des contestations que j'ai vues sur un réseau social. Je n'en ai pas eu plus connaissance. Je vais regarder cette histoire. Voilà, ça n'a pas été porté à notre connaissance plus qu'à travers une observation identifiée sur un réseau social. Est-ce que vous considérez, par exemple, qu'une personnalité comme Philippe de Villiers soit considérée comme une personnalité politique, à la différence, par exemple, d'Éric Dupond-Moretti, Daniel Cohn-Bendit et Cécile Duflot? Donc, cas concret. Et la deuxième et dernière question, vous nous avez déclaré aux prémices de cette audition que vous ne vouliez pas signaler d'éventuels conflits d'intérêts. Pourtant, vous avez admis dans un entretien il y a quelques mois, je crois, que vous aviez eu un enfant avec la directrice générale des médias et des industries culturelles qui siège aussi au conseil d'administration de France Télévisions, qui est elle-même la tutelle de France Télévisions. Pourquoi avoir simplement omis de nous le signaler dans le cadre de cette audition? Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, je ne suis pas certain que dans le cadre déontologique, les députés qui sont soumis aux mêmes règles révèlent les enfants. Oui, mais il faut être très clair sur ces sujets. C'est des sujets importants, s'il vous plaît, chers collègues. Centrale. Donc, effectivement, j'ai la chance, le vrai bonheur d'être le père d'un garçon dont la mère est directrice générale des industries culturelles. Nous nous sommes séparés il y a 15 ans. Donc je pense que les conflits d'intérêts, à supposer qu'il puisse y en avoir un pour une relation de son genre, me paraissent assez lointains, mais je vous laisse l'apprécier évidemment. Sur les personnalités politiques, effectivement, sur le cas de M. de Villiers, il a été apprécié que sa participation à la campagne de M. Zemmour justifiait la qualification de personnalité politique qui ensuite a été considérée comme étant de divers droite. Pour d'autres personnalités, la question peut nous être posée si les interventions se développent un peu plus, c'est sur le ton inquisitoire du rapporteur qui quand même questionne dans la mesure où son parti est quand même très largement soutenu et parrainé par un capitaine d'industrie qui détient des médias privés, M. Bolloré, et on peut s'interroger sur finalement la finalité de cette commission d'enquête. Est-ce que c'est pas aujourd'hui un outil détourné du contrôle parlementaire
parlementaire. Voilà, je pense qu'il faut faire très attention sur la recherche de la vérité dans cette commission d'enquête et qu'elle ne soit pas détournée à des fins bassement politiciennes pour des petits intérêts. La question, c'est M. Schrammeck qui, à votre place, il y a quelques mois, votre prédécesseur, ancien président du CSA, a avoué avoir subi des pressions de l'ancien président de la République, François Hollande, pour favoriser la candidature de Mme Ernotte. Monsieur Hollande, je le rappelle, mais lors notamment du débat face à Nicolas Sarkozy, avait affirmé que lui, président de la République, ne se mêlerait pas à ce processus de désignation, ce qui a d'ailleurs valu une loi qui a renforcé le rôle de l'ARCOM. Condamnez-vous ces pressions avouées par votre prédécesseur sur la désignation de la présidence de France Télévisions? Si mon souvenir est bon, mais peut-être mon prédécesseur, antéprédécesseur pourra le préciser, il a juste évoqué le fait que deux noms lui avaient été déconseillés. C'est, je crois, en ces termes-là que cela avait été formulé. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai compris. En tout cas, je n'en sais pas plus. Je n'ai pas porté d'appréciation. C'est ce que j'ai compris des propos auxquels j'ai assisté lors de l'audition publique en question. Pour le reste, donc, c'est pas exactement la façon dont vous l'avez relaté. Pour le reste, en tout cas, moi, je n'ai pas d'opinion à formuler sur cette question-là. Je n'ai reçu moi-même aucune forme d'indication, invitation d'aucune sorte.